tous ceux qui ne m'ont pas encore entendu. Donc, je me présente, je suis Florian Vincent, conseiller en agroforesterie et forêt de la Chambre d'agriculture, et je suis avec mon collègue. Donc Hubert Désiré, également voilà, conseiller en agroforesterie, forêt et bois énergie. Voilà, vous avez les deux conseillers techniques sur l'arbre agricole de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher aujourd'hui pour vous présenter notre méthode d'accompagnement et les mécanismes financiers qui vont avec. Donc, nous allons commencer avec une partie sur notre approche technique sur le sujet de l'arbre dans le milieu agricole. Pourquoi en mettre, comment et quelles peuvent être les utilités et les fonctions de l'arbre sur votre exploitation agricole. Donc, en premier lieu, ce que nous disons souvent, c'est que l'arbre, il est multifonctionnel. Et j'ai repris cette image très parlante du perchoir pour les rapaces, qui est souvent mis en place pour réguler notamment des rongeurs, qui est remis des fois tous les ans sur l'exploitation pour pouvoir avoir cet objectif. Et l'idée, c'est que mettre un arbre en place, il va à la fois servir de piquet pour les supports pour les rongeurs, mais il va avoir aussi bien d'autres fonctions que d'un simple piquet à rongeur. Il va jouer tous les autres rôles que l'arbre agricole peut jouer. Donc l'idée, c'est que se dire qu'à chaque fois qu'on met en place un arbre agricole sur une exploitation, les raisons d'implantation peuvent être propres à chacun. Chacun a son approche qui peut être très variée, biodiversité, chasse, confort des animaux pour les éleveurs, etc. Aujourd'hui, chacun y retrouve un peu l'envie qui porte sa conviction pour remettre des arbres. Mais dans tous les cas, l'arbre, lui, il est toujours multifonctionnel puisqu'on ne peut pas empêcher un oiseau de se percher dans un arbre et on ne pourra pas empêcher un arbre d'absorber du CO2 et d'émettre de l'oxygène puisque c'est sa manière biologique de fonctionner. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse vous présenter un peu les fonctions multiples que puissent avoir les arbres agricoles au sein des exploitations et après que vous puissiez, parmi ces fonctions, retrouver celles qui vous intéressent le plus sans compromettre les autres fonctions que nous, on est à même de vous présenter et d'amener un conseil qui confortera votre choix de remettre plusieurs linéaires arborés sur votre exploitation. Et un autre concept qu'on développe, c'est qu'on vous pousse à passer d'une réflexion de surface agricole utile au volume agricole utile, puisque comme les deux schémas du bas le montrent, un arbre, il exploite, on va dire, les trois dimensions de la surface sur laquelle il est implanté, puisqu'il a à la fois un système racinaire très profond qui lui permet d'aller chercher des éléments minéraux et de l'eau en profondeur, et ensuite il exploite le volume aérien fortement, ce qui lui permet, en l'occurrence, d'avoir plusieurs fonctions, mais pas la moindre, de créer de la biomasse et d'absorber du carbone, deux thématiques qui sont aujourd'hui majeures dans le débat public. Donc, on vous a rappelé au travers de cette diapositive-là les différents rôles, les rôles principaux qu'un arbre peut remplir. Donc, une fonction paysage autour de la création de brise-vent, de brise-vue. Ça peut être voilà, pour des améliorations paysagères, mais également en système élevage pour améliorer les conditions des animaux en pâture et au champ. Augmenter la biodiversité, les auxiliaires de culture, la faune au sein des parcelles, tout ce qui est également insectes pollinisateurs et la présence des oiseaux. Ça permet de rétablir des corridors de manière durable et stable au sein des parcelles et des exploitations agricoles. La maîtrise des limites, donc ça peut être juste de formaliser une limite avec un tiers au niveau de la parcelle agricole, mais également sur des systèmes qui peuvent intégrer de l'agriculture biologique, par exemple. On arrive à mettre en place des haies qui jouent un rôle de séparation anti-dérive ou sur des systèmes en ZNT, éventuellement, on peut aussi améliorer la fonction anti-dérive.
tout ce qui est lié à l'eau. Voilà, c'est bien connu que l'arbre permet à la fois de ralentir le ruissellement, les écoulements de surface, et d'améliorer l'infiltration. Et il y a également un rôle assez important, mais qu'on ignore, nous, qu'on a gommé durant les dernières décennies, qui est sa capacité à faire remonter de l'eau de zones profondes, au-delà de ce que sont en capacité d'aller chercher, on va dire, les plantes cultivées traditionnellement. Une autre fonction qui a également été aussi un peu mis de côté, mais qui était un des objectifs principaux qui était confié à l'arbre agricole il y a quelques décennies, c'était la production de biomasse ligneuse au travers de la fonction bois de chauffage, mais aujourd'hui, on peut lui trouver voilà, des fonctions de biomasse tout court, avec des usages soit en bois énergie, soit en paillage litière, soit voilà. Production de bois d'œuvre également pour certaines essences, hein, c'est-à-dire quand on installe des noyers, des chênes, on peut éventuellement aussi envisager plutôt ces fonctions-là. La structuration du paysage à grande échelle, c'est-à-dire que voilà, c'est aussi une capacité qu'a le monde agricole aujourd'hui, c'est de façonner les paysages. Et l'installation d'arbres, effectivement, structure fortement le paysage. Et tout ça, voilà, en visant aussi, comme l'a évoqué Florian, la capacité aussi des arbres à stocker du carbone de manière durable, puisque voilà, tout le temps qu'il est en place, globalement, il stocke et emmagasine du carbone à la fois dans sa partie aérienne et dans sa partie, on va dire, racinaire. Et puis après, en fonction des usages, on peut même voilà, stocker le carbone de façon plus longue, puisque dans des systèmes en bois d'œuvre, tant que l'arbre est sous forme de meuble ou sous forme de poutre, le carbone reste séquestré au sein du bois. Et on peut compléter avec une approche qui est bien la nôtre, qu'on va détailler juste après. C'est qu'on l'entend souvent, c'est les charges d'entretien. On y reviendra dans un deuxième temps, mais voilà, dès la réflexion de mise en place, on a comme objectif de réfléchir à limiter au maximum les charges d'entretien. Et une approche aussi nouvelle, c'est optimiser le stockage carbone. Donc ça veut dire c'est avoir des haies le plus productives possible en termes de biomasse. Et plus on a de biomasse, plus on a de carbone absorbé. Et du coup, c'est un objectif qui se renforce de plus en plus dans les stratégies zéro carbone de la France, stratégie pour laquelle le monde agricole est fortement mis à contribution ces dernières années. On va revenir un tout petit peu justement sur le carbone. On va vous donner quelques chiffres. L'arbre agricole, comme l'arbre forestier d'ailleurs, est un outil qui stocke du carbone de par sa fonction biologique, puisqu'il absorbe le carbone de l'air et il le stocke dans ses tissus qui sont très fortement carbonés pour son squelette qui lui permet d'explorer le volume aérien, comme j'en ai parlé juste avant. Donc l'arbre agricole stocke du carbone et il produit aussi de la biomasse qui peut avoir différents usages. On en a mis quelques exemples imagés en bas de cette diapositive. Pour vous redonner quelques chiffres, on pourrait donner par exemple 100 mètres de haies qui occupent environ 400 mètres carrés de SAU, ont la capacité à stocker, enfin à absorber et à produire, donc à produire plutôt entre 0,5 et 1 tonne de biomasse valorisable par an. Donc ça, on le lisse sur une moyenne de 25 ans, puisqu'un linéaire de haies est en moyenne exploitable au bout de 25 ans. Hubert va dire un mot juste après moi sur ce point-là. Et pour le carbone, on est en moyenne à 0,7 à 1,5 tonnes absorbées par an. Alors ça dépend très fortement de la typologie mise en place, puisque toutes les essences, par leur développement, n'ont pas les mêmes capacités à absorber le carbone. Et c'est là que on peut vous conseiller des essences qui seront bien en adéquation avec vos objectifs, vos types de sol et aussi éventuellement avec une stratégie carbone. On y reviendra juste après. Donc Hubert va nous dire un mot sur la filière bois-énergie présente dans le département, qui n'est pas du coup en décorrélation avec l'implantation de nouvelles haies. Ouais, ça fait, nous, au sein de la Chambre d'agriculture, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur cette filière-là, et du coup, elle est plutôt bien structurée, voire très bien structurée dans le département, adossée à la fois sur des exploitations agricoles et également le monde forestier. Et du coup, les valorisations qu'on envisage aujourd'hui sont concrètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière forcément à créer, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui aurait aujourd'hui de la biomasse à valoriser est tout à fait en capacité
de pouvoir l'exploiter et la mettre à disposition de cette filière-là. Et les tonnages annoncés là, c'est des choses qu'on a observées puisqu'on suit des exploitations et des linéaires de haies depuis une dizaine d'années. Donc, c'est des choses qu'on a observées concrètement sur des cas concrets. Voilà. Et puisqu'on parle souvent de remplacer les énergies fossiles, donc à chaque fois qu'une tonne est valorisée en plaquettes, donc la plaquette, c'est le bois déchiqueté à vocation énergétique, donc pour passer dans des chaudières, comme on peut voir sur l'image en bas à droite, en remplacement d'un combustible fossile, ça permet d'éviter d'émettre dans l'atmosphère 0,3 tonnes de carbone fossile. Donc voilà, puisque la haie, quand elle est gérée durablement, elle va réabsorber le carbone qu'elle émet. Donc à chaque fois qu'on va remplacer une chaudière fuel ou même gaz par du bois, on diminue les émissions de carbone fossile dans l'atmosphère. Donc ça peut aussi faire partie de votre stratégie de planter des arbres, ça peut aussi être de créer votre propre ressource énergétique de demain. Et je pense qu'on a encore entendu ces jours-ci les augmentations des prix des carburants fossiles. On se rend compte que c'est une stratégie qui a de plus en plus de sens sur les exploitations agricoles. Et donc après, voilà, c'est effectivement aujourd'hui le combustible plaquette, il peut aussi intégrer des réflexions au sein des exploitations agricoles pour substituer des besoins en chaleur, que ce soit sur des systèmes élevage pour voilà, les eaux de lavage de salles de traite, sur des systèmes en aviculture avec des générateurs air chaud pour chauffer des bâtiments hors sol, sur des séchoirs céréales. Il y a un certain nombre de technologies très différentes qui permettent de produire de l'eau chaude ou de l'air chaud à partir de bois déchiqueté comme ça. Donc, c'est aussi des pistes qui peuvent être intégrées en matière de réflexion au sein d'une exploitation. Et un usage sur lequel des départements ont beaucoup avancé, on commence à travailler au sein de notre département, c'est remplacer la paille par le bois déchiqueté pour tout ou partie sur des exploitations d'élevage pour le paillage des animaux. Donc l'idée, ça peut aussi être de remettre en place des linéaires qui, à moyen terme, auront vocation à être autoproducteurs de litière animale pour les gens qui n'ont pas d'exploitation d'élevage adossé à une exploitation céréalière et qui sont obligés aujourd'hui d'acheter de la paille. L'idée, ça peut être de replanter sur son exploitation des arbres afin de, à moyen terme, être plus autonome sur la production de litière animale. Il y a juste une personne là, qui pose en discussion la question sur la largeur des haies et qui évoque que le volume justement varie en fonction des largeurs. Et nous, on a une approche où on essaie justement, entre guillemets, d'optimiser la production en minimisant la largeur occupée par la haie. Donc, les chiffres qu'on vous sort, c'est pour en gros une largeur moyenne de 4 mètres sur les 25 ans occupée par la haie. Et l'exploitation, la valorisation de la haie permet justement de maîtriser cette largeur-là dans le temps. Et quand on dit 4 mètres, c'est l'occupation à terme, puisqu'on a plutôt tendance à implanter sur 1 mètre de large et après à laisser la haie se développer. L'idée, ce n'est pas d'implanter large et qu'il y a un développement encore plus conséquent, c'est d'implanter restreint et laisser la biomasse se développer pour maximiser les intérêts. Et minimiser les entretiens. Donc voilà, notre approche technique aujourd'hui, c'est que l'arbre agricole il puisse être utile à 100% à votre exploitation. On a essayé de faire un tour d'horizon de plusieurs arguments qui peuvent toucher tout un chacun sur son exploitation agricole. Là, on a une infographie qui permet encore une fois de relister les avantages. Mais dans tous les cas, nous, après, quand on échange avec vous sur votre exploitation, quand on vient vous voir, on est vraiment là pour vous présenter toutes les fonctionnalités, même celles auxquelles vous n'auriez pas pensé aujourd'hui. Typiquement, les auxiliaires de culture, ce n'est pas toujours une priorité, mais on se rend compte que les impératifs font qu'on est obligé de travailler de plus en plus avec ces outils-là. Comme pareil sur la production de biomasse, il y en a qui n'y avaient pas pensé avec les énergies à des coûts très maîtrisés. Aujourd'hui, les énergies sont de plus en plus chères, donc voilà, ça devient de plus en plus intéressant. Et ça, du coup, c'est une fonctionnalité qui n'était pas forcément présente au moment de l'implantation, mais qui sera possible après quelques années de développement des linéaires. Donc, on est vraiment là pour vous présenter toutes ces fonctionnalités-là. Et quand on va jusqu'aux prescriptions de mise en œuvre, pour faire un linéaire qui est le plus multifonctionnel possible. Donc, on va vous présenter un peu
ce qu'on a développé depuis 1 an, notamment dans le cadre du plan de relance, puisqu'il y a eu une très forte demande suite à la volonté de l'État, et j'y reviendrai après sur les mécanismes financiers, de développer les plantations de haies fortement soutenues financièrement. On a développé, même si ça se faisait déjà avant, une offre commerciale d'accompagnement technique pour venir vous voir individuellement et vous assister dans la conception de votre projet. L'idée, c'est qu'on parte de vos objectifs en premier. Donc, on vient vous voir sur votre exploitation et on est en capacité d'échanger sur vos objectifs. Nous, on prend en compte un autre point qui est très important, c'est vos types de sols, et de développer différents systèmes arborés. Ça peut être les haies, les bosquets, les alignements, qui peuvent être adaptés à vos attentes et aux objectifs sur votre exploitation. Ensuite, du coup, dans un deuxième temps, une fois que cette première étape est formalisée, que les échanges sont faits, on va jusqu'à développer des schémas d'implantation avec des types de systèmes arborés. On en voit un aperçu sur la droite. Ça peut être des formations linéaires, ça peut être des formations surfaciques, donc plutôt des bosquets, par exemple. Voilà, donc on est là pour vous assister sur ça. On monte la cartographie qui est adossée à ce projet. On fait aussi des préconisations techniques spécifiques sur les travaux préparatoires, les essences. Et là, c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est de choisir les essences d'arbres et arbustes qui sont vraiment adaptées à votre projet, puisque une essence va avoir un développement particulier. Et nous, avec nos compétences techniques sur le sujet, on est en capacité de se projeter à 20-30 ans devant pour imaginer quel développement aura tel arbre et quelle fonction il peut avoir dans un linéaire. Ensuite, bien sûr, les paillages, les protections gibier, puisque ça, c'est un peu un incontournable dans un département comme le nôtre. Et ensuite, des prescriptions sur les entretiens à venir. Donc, voilà, le cœur de nos préconisations techniques se retrouve là. Ensuite, dans le cadre de cette prestation, on est aussi en capacité de vous mettre en relation, notamment dans le cadre des dossiers de financement, avec des entreprises et faire émettre les devis par rapport aux préconisations techniques qui vont bien, donc auprès des pépinières, notamment pour les plants et les protections gibier, et ensuite auprès de prestataires de travaux pour la plantation. Donc, on fait émettre les devis au nom de votre société ou de votre exploitation. Vous restez bien sûr les porteurs du projet. On vous présente ces devis qui sont intégrés au dossier de financement. Et on va jusqu'au montage complet du dossier administratif qui est ensuite déposé en DDT, toujours avec votre signature et votre aval sur le dépôt du dossier pour aboutir à un financement. Et là, j'ai remis le logo France Relance puisque pour l'année 2021 encore, on a des financements. J'y reviens dans une diapo suivante liée au plan de relance. Au travers, bien sûr, de cet accompagnement-là, l'objectif est bien entendu de répondre aux objectifs que vous fixez à l'implantation d'arbres au sein de l'exploitation, en prenant en compte voilà, ce qui est déjà en place et ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis, bien entendu, voilà, on a une vigilance particulière vis-à-vis d'un certain nombre d'obligations ou de contraintes qu'il faut prendre en compte quand on installe des arbres. On en a mis quelques-unes, mais c'est forcément voilà, pas tout à fait exhaustif. On prend en compte les distances d'implantation vis-à-vis des limites de propriété, le fait aussi de savoir si vous êtes propriétaire ou uniquement bailleur sur les parcelles où vous souhaitez planter, les précautions vis-à-vis des parcelles drainées, puisqu'il y a un certain nombre de surfaces de SAU en Loir-et-Cher qui sont concernées par le drainage, donc il y a des précautions à prendre vis-à-vis des… C'est pas complètement impossible, mais voilà, c'est plus compliqué quand on veut planter sur des parcelles drainées. Les optimisations éventuellement aussi, c'est-à-dire que peut y avoir aussi des projets de plantation qui visent à anticiper on va dire, la prochaine réforme de la PAC, puisque l'arbre devrait tenir une place on va dire plus intéressante qu'il n'avait jusqu'à maintenant. Donc ça peut être aussi un objectif au sein de l'exploitation d'intégrer l'arbre pour ces raisons-là. Pour des objectifs de labellisation ou de future certification, le HVE est concerné notamment, mais ça peut être d'autres systèmes tels que les labels pour
en volaille où il y a aussi de l'implantation de parcours, de choses comme ça qui peuvent être aussi intégrées. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte également. Et puis après, il peut aussi y avoir des objectifs plus propres, on va dire, à l'exploitation en tant que telle, sur de la diversification, en vente directe, de l'accueil à la ferme. Voilà, il y a un certain nombre de projets qui intègrent l'arbre aussi, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, ça fait partie du package qu'il faut avoir quand on est dans ce genre de démarche. Donc voilà, tous ces points-là, on les prend en compte également au travers de nos conseils et donc des différents points qui ont été présentés préalablement. Je rajouterais également, puisqu'on a peu parlé jusqu'à présent de système viticole, voilà, on a plusieurs filières et AOC viticoles dans le département. Ça peut aussi être de l'œnotourisme ou de l'accueil au chai pour de la vente. Donc voilà, l'idée, ça peut aussi être de représenter, améliorer le visuel quand on arrive sur l'exploitation, mais aussi, on sait que c'est une attente de certains consommateurs d'avoir une réflexion autour de systèmes arborés sur l'exploitation, de stockage carbone. On est en capacité aussi d'estimer le stockage carbone de ce qu'on met en place. Si ça peut faire partie d'arguments marketing, on peut aussi travailler avec vous sur ces sujets-là. Après, une fois le dossier, on va dire, déposé et le projet réalisé, suivant ce qu'on vous a présenté préalablement, on propose également une offre individuelle au suivi des plantations parce que, en gros, la bonne conception garantit de pouvoir réaliser un objectif dans de bonnes conditions, mais voilà, une fois un arbre planté, c'est pas sauvé. Hein, le travail il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, le travail est fait, mais globalement, voilà, il y a toute une période d'éducation qui est importante et du coup, on propose une offre pour chaque exploitation agricole sous forme forfaitaire qui permet aujourd'hui de disposer d'informations et d'échanges techniques réguliers. On va mettre en place, là, en ce début d'année, un club des agroforestiers et des échanges au travers WhatsApp sur des bonnes expériences, des difficultés entre les agriculteurs. On a déjà accompagné, voilà, sur l'année précédente, 25 agriculteurs sur ce sujet-là. Donc, il y a déjà un groupe assez conséquent d'agriculteurs concernés. On mettra au fil de l'année des rendez-vous et des échanges techniques sur voilà, le réapprentissage de ce qu'est un arbre au sein d'une exploitation agricole, parce que beaucoup d'exploitants nous avouent que globalement, ils ont un peu perdu ce savoir-faire, qui était un savoir-faire voilà, plutôt ancestral, mais qui a un peu disparu avec la disparition des usages de l'arbre au sein de l'exploitation. Donc, il y a bien entendu la première étape qui est de savoir reconnaître les différentes essences. Ça peut être des opérations de taille, des opérations d'entretien au fil de l'année. Et puis, dans cette offre-là, il y aura également pour chaque agriculteur une visite annuelle pour faire un point d'étape sur les projets, sur le développement, les regarnis éventuels, s'il y a des dégâts, s'il y a de la mortalité, sur l'entretien des paillages. Voilà, il y a un certain nombre de points techniques qui méritent un petit point annuel. Donc voilà, ça c'est aussi un complément, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de laisser les exploitants qui se lancent sur ce genre de projet-là avec des arbres plantés et puis plus de conseils. Donc, et c'est aussi de créer un échange sur cette thématique-là entre les agriculteurs du département. Puisqu'on a aussi eu le retour de certains porteurs de projets qui étaient inquiets de savoir s'ils étaient les seuls à avancer dans ces démarches-là. L'idée, c'est à la fois de croiser les regards sur pourquoi tel exploitant a voulu mettre en place telle formation arborée. Et ça peut être aussi l'idée d'échanger techniquement. Ah ben moi j'ai mis une haie, moi j'ai mis un alignement d'arbres, moi j'ai mis un bosquet pour ci, pour ça. Et de se dire qu'en fait, on a peut-être encore d'autres choses à faire sur son exploitation après avoir croisé des regards ou avoir vu d'autres choses techniques. Donc, on a prévu de faire l'équivalent un peu de tour de plaine pour ceux qui connaissent les GDA ou de visite technique, hein, tout simplement, d'aller sur quelques exploitations types dans le département et de voir ce qui a été mis en place à la fois récemment, puis aussi de ce qui est plus ancien pour donner des perspectives de moyen terme aux gens qui s'orientent vers ce genre de mise en place. Donc voilà à quoi consiste un peu cette offre du Club des agroforestiers. Donc, on va un petit peu parler en pratique comment… alors là, on va faire un petit focus sur la haie, mais comment on met en place un projet, à quoi ressemble un linéaire mis en place, puisqu'on a eu un retour déjà dans les questions. Et n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que cette première partie est assez descendante, mais
On va réactiver les micros en fin de session pour avoir des échanges directs. Mais n'hésitez pas à déjà tout de suite écrire vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre au fil de l'eau ou en fin de session. Donc là, on a eu une inquiétude sur les largeurs d'implantation. Comme on a commencé à l'expliquer tout à l'heure, nous, on essaie d'optimiser la SAU consacrée à l'arbre et la potentialité de développement des arbres sur cette SAU consacrée. Donc, en général, on implante sur une bande de paillage. Après, ça peut être en quinconce, ça peut être sur un seul rang aligné. Ça va dépendre de la place disponible, ça va dépendre de comment on porte le projet. Tout ça reste individuel, il n'y a pas de recette magique et générale pour toutes les exploitations. On a toujours un entretien individuel pour chaque projet, mais on retrouve quand même assez régulièrement un schéma un peu comme celui-là, c'est-à-dire différentes tailles de végétaux implantés en quinconce. En général, on a entre 1 et 2 végétaux par mètre linéaire implanté et on a une largeur d'implantation entre 0,5 mètres et 1 mètre. Donc, l'idée, c'est d'implanter relativement restreint et dense. On implante dense parce qu'aujourd'hui, il faut maximiser à la fois la biomasse pour des raisons de productivité, du linéaire et surtout de captation carbone. On maximise aussi les essences qu'on met en place. On est entre 10 et 20 essences par linéaire en fonction des objectifs, encore une fois, puisqu'on voit que les saisons sont de plus en plus difficiles. On ne sait pas exactement encore de quoi sera fait le climat de demain. Donc, l'idée, c'est de maximiser les essences en place et les strates aussi présentes à l'intérieur des linéaires pour maximiser les bienfaits et les multifonctionnalités des linéaires en eux-mêmes. Donc, en général, on retrouve, nous, on a classé les végétaux en 4 strates. Ça va des grands arbres jusqu'aux petits buissonnants. Et on arrive à avoir une palette de végétaux intéressants. On ne s'interdit pas de mettre quelques végétaux plus en provenance du sud de la France pour prévoir le climat de demain, mais on ne met pas que ça en place. On a bien sûr nos essences classiques, des chênes, des frênes, des érables. Voilà, on peut retrouver toutes ces essences-là, bien entendu, mais on s'ouvre aussi à quelques variétés ou quelques essences un peu plus méridionales pour anticiper les étés bien secs comme on a pu connaître en 2019 et 2020. En gros, on a un catalogue qui, en fonction des sols, puisque c'est ça qui prédomine, c'est-à-dire que c'est l'approche pédologique et les objectifs fixés à la plantation qui vont définir les essences à mettre en place. Et globalement, voilà, pour chaque exploitation, sur cette vingtaine d'essences implantées par tronçon, c'est-à-dire qu'au sein d'une exploitation, on peut avoir plusieurs tronçons différents si on a des sols différents, bien entendu. Nous, on a à notre disposition, en gros, autour de 80 essences qui nous permettent de faire des compositions, on va dire, spécifiques à chaque projet. Et oui, comme le dit Hubert, bien entendu, un des premiers critères quand on met un arbre, c'est le sol, puisque souvent, il y a des sols qui ont des facteurs un peu discriminants, on va dire, pour certains types de végétaux. Je vais parler à certains secteurs du calcaire actif dans d'autres ou de l'engorgement temporaire pour ceux qui sont plus du sud, notamment en Sologne. Voilà, ça, c'est des conditions qui vont discriminer certains végétaux. Et c'est vraiment notre rôle d'être en capacité de choisir les végétaux par rapport à vos types de sols et de vous orienter dans le montage du projet. On va faire une petite timeline sur la mise en place. Quand, comment, de la réflexion du projet jusqu'à sa mise en place et même jusqu'au suivi de la mise en place. Donc, globalement, un projet, ça s'anticipe énormément puisque on est sur des périodes de plantation qui sont restreintes et conditionnées, c'est-à-dire qu'on met un arbre en place entre le mois de novembre et le mois de mars, globalement, mais il faut en préalable avoir tout anticipé. Donc là, on va dire le déroulé idéal, c'est sur le début fin d'hiver ou début de printemps, c'est toute la partie conception du projet, dépôt des dossiers, si on parle éventuellement aussi de demande de financement. Une étape importante en anticipation, c'est le sous-solage d'été. Nous, on préconise, on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est que l'arbre a une capacité à prospecter des profondeurs beaucoup plus importantes que les cultures. Donc, dans les systèmes agricoles, il ne faut surtout pas hésiter à décompacter. Là, vous avez une photo où
où le décompactage, c'est un décompactage qui avait été fait en 2020 là, sur des sols très secs, mais où la plus-value pour l'arbre est vraiment importante. Il faut savoir qu'il a été fait des sondages de fouilles auprès d'arbres d'une centaine d'années sur des sols pas très profonds, en fait, qui paraissent pas très profonds au milieu agricole, sur des argiles à silex. Et on a retrouvé au pied de ces arbres-là des systèmes racinaires et des radicelles jusqu'à 8 mètres de profondeur. Donc, quand on implante un arbre, il faut imaginer qu'il va aller prospecter des profondeurs relativement importantes et il faut l'aider à faire ça. Et en milieu agricole, souvent, on a des problèmes de semelle de labour, de compactage, surtout quand on est sur des zones en périphérie où peut y avoir les tournières, peut y avoir du tassement qui est plus important encore qu'en parcelle. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment importante à prendre en compte. Et ça, on ne peut pas le rattraper si quelqu'un nous dit aujourd'hui, je veux planter cet hiver. Si ça n'a pas été anticipé, ce n'est pas faisable. Et puis après, la mise en place du paillage. En fonction des paillages, si on est sur des films comme sur la photo, il faut pailler préalablement à la mise en place des plants. Donc ça, c'est plutôt des paillages qu'on installe à la période des semis de céréales d'hiver, c'est-à-dire préalablement aussi à la plantation. Et puis après, on plante une fois qu'on arrive à avoir les plants, c'est-à-dire qu'il faut aussi être vigilant. En fonction des années, la disponibilité en plants elle peut être plus ou moins précoce. Mais globalement, on va dire des disponibilités à partir du 15 novembre et des plantations qui peuvent se mettre en œuvre jusqu'à fin mars sans aucun souci. Ce qu'il faut, c'est mettre les plants dans de bonnes conditions. Et pour un agriculteur, on a fort de répéter, nous, quand on ne peut pas aller semer de blé ou qu'on ne peut pas aller travailler les champs pour faire des cultures, on ne peut pas non plus aller planter d'arbres. Ça ne peut pas boucher un calendrier d'agenda lié à des mauvaises conditions météo. Donc ça, c'est important. Et il faut bien prendre en compte aussi que l'acte de plantation, globalement, et les préparations, toutes les étapes de préparation dont on vient de parler, c'est les seules choses à peu près que vous allez maîtriser sur la vie de l'arbre. Après, une fois qu'il est planté, toutes les conditions météo, tous les aléas qu'il va rencontrer, vous n'y pourrez pas grand-chose. À part le constater, éventuellement l'aider un petit peu en arrosage au démarrage, mais ça va être les seules choses. Donc, vraiment, l'étape de plantation est très importante et doit être faite dans de très bonnes conditions. Et sur la conduite après plantation, les tailles, les regarnis, les arrosages, on vous donne un certain nombre de préconisations quand on fait cet accompagnement technique. Et vraiment, l'idée du club des agroforestiers, c'est d'être en capacité de déclencher les arrosages parce que nous, on a les stations météo, on suit le climat régulièrement, on sait quand les arbres commencent à peiner et de vous envoyer un message pour vous dire, voilà, ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu, c'est le moment où les arbres commencent à être en difficulté. Si vous avez la capacité d'aller arroser, allez-y. Donc voilà, l'idée, c'est de vous dire ça. Pour les regarnis, le club peut aussi servir à faire des commandes groupées pour regarnir après des mortalités éventuelles par le gibier, par le climat, etc. Donc, on peut aussi faire des commandes groupées de plusieurs agriculteurs pour faire des remplacements si besoin. Voilà. L'idée de vous suivre un peu sur le moyen terme, c'est aussi d'être en capacité de vous apporter encore de l'information technique ponctuelle et de long terme sur ces sujets. Donc, il y a une question sur la page de discussion sur la disponibilité en plan. Effectivement, c'est un des soucis puisque le plan de relance a été lancé sans beaucoup d'anticipation auprès des pépinières. Sur la partie, en tout cas, sur la partie arbres agricoles et plantation de haies. Du coup, c'est une vraie difficulté aujourd'hui de trouver de la disponibilité en plan, surtout sur notre approche qui, globalement, on accompagne l'agriculteur dans la plantation de haies, mais bien évidemment, comme c'est le sol qui conditionne, nous, les essences, elles sont imposées, entre guillemets, du moins. Voilà, on a une liste d'essences à laquelle on ne veut pas déroger puisqu'il y a des objectifs à atteindre en matière pour les exploitations agricoles et en satisfaction de résultats. Du coup, ça veut dire qu'on est obligé d'anticiper énormément. Par exemple, pour des plantations qui vont être mises en œuvre la saison prochaine, c'est-à-dire sur l'hiver 2022-2023, les réservations de plants vont se faire dès la sortie de cet hiver. Donc, on a déjà un certain nombre d'agriculteurs et des contacts avec des pépiniéristes pour justement pouvoir anticiper ces besoins et s'assurer des volumes nécessaires à planter, puisqu'on n'est pas la seule région à s'intéresser à ce sujet. Autrement dit, si vous avez en tête de déposer un dossier de financement dans le cadre du plan de relance,
N'attendez pas le mois de juin pour nous contacter, puisque le temps de monter le dossier, de réfléchir au projet, on arrivera plutôt vers la fin de l'été et il sera déjà en quelque sorte trop tard pour réserver les plants pour la prochaine saison de plantation. Donc, on ne vous dit pas de nous appeler dans la minute et puis de monter le dossier demain matin, mais l'idée, c'est d'anticiper un minimum parce que ce n'est pas une pénurie départementale, c'est une pénurie nationale, voire européenne, sur la demande en plants. Donc, il faut vraiment qu'on puisse, nous, contacter les pépinières et leur dire qu'on aura un certain volume de plants qui partira pour les projets du département et qui puissent anticiper ce besoin et éviter de vendre des volumes pour, par exemple, d'autres départements et en quelque sorte que les plants qu'on aurait besoin partent sur d'autres secteurs géographiques. Donc, voilà, c'est aussi une des choses qu'on ne peut pas vous garantir que tout sera présent, mais l'avantage, c'est qu'on suit un certain nombre de projets, donc on a une idée de la volumétrie des plans nécessaires et on peut, au préalable, contacter les acteurs de la filière et leur donner une idée du besoin dès ce printemps. Et après, l'autre chose qu'il faut prendre, du coup, qui peut être prise en compte aussi, c'est que vaut mieux des fois reporter d'1 an un projet de plantation pour avoir les essences qu'on souhaite que d'absolument planter avec des essences qui ne correspondent pas finalement au projet qui avait été construit. Une erreur sur une essence, voilà, on l'emmène pendant toute la vie du linéaire. Et du coup, c'est souvent ça derrière qui fait qu'il y a des insatisfactions, qu'on se retrouve avec des charges d'entretien un peu lourdes parce que finalement, on n'a pas maîtrisé le choix des essences ou on ne l'a pas mis en adéquation avec les objectifs de l'agriculteur et les moyens d'exploitation. Et ce qui fait que derrière, on se retrouve avec des difficultés. L'avantage des dispositifs dont on va parler juste après, c'est que voilà, vous avez plusieurs années systématiquement par dossier, 2 ans pour pouvoir mettre en œuvre. Donc, on peut aussi phaser et puis voilà, faire le projet global sur 2 saisons de végétation. Et au moment de la commande des plants, il peut arriver que la pépinière vous dise « ça, ce n'est pas disponible, je vous propose de remplacer par ça ». N'hésitez pas, si tel est le cas, à nous passer un coup de fil, un petit mail pour savoir si c'est opportun ou pas, puisque ça peut des fois être des plantes ornementales ou des plantes qui n'ont pas une réelle vocation agricole, on va dire. Donc, ça peut, comme le dit Hubert, aller à l'encontre de vos objectifs et même un peu sur le long terme vous décevoir parce que ça ne vous satisfera pas sur le long terme. Donc, la liste qu'on fait est là pour satisfaire des objectifs. Donc, la remplacer la remplacer en cas de problème de fourniture peut amener à des insatisfactions. On a fait un petit focus sur quels sont les investissements par plan de haies. Donc, c'est pas voilà, c'est une idée financière des investissements qui sont à mettre en place par plan. Et en dessous, on a essayé de ramener ça à l'exemple d'un projet qu'on a accompagné en 2021 financièrement. Donc, on va faire un peu le détail, mais voilà, c'est une volumétrie financière. Après, si ça dépasse de 10 centimes, il ne faut pas nous en tenir rigueur. Vous savez tous que cette année, en plus, les coûts des matières changent assez rapidement. Donc, on n'est pas à l'abri qu'une protection coûte 1,60 € au lieu d'1,50 €. Donc, en termes d'appui technique, on a essayé de ramener ça au plan. On peut estimer qu'on est aux alentours de 50 centimes à 1 € de conseil technique ramené au plan, même si après, en fonction du linéaire mis en place, ce volume financier peut varier. Parce que si on fait un linéaire qui est assez identique sur une grande exploitation, on peut faire baisser un petit peu les coûts d'appui, ou ils peuvent augmenter plus les projets sont petits. Voilà, ça reste une fourchette. Ensuite, le premier poste de dépense, c'est la préparation de sol. Elle peut être éligible dans le cas des aides, et notamment les aides qu'on a en ce moment, j'y reviendrai après. Mais si vous la faites vous-même, dans tous les cas, elle ne sera pas prise en charge par les mécanismes qu'on a aujourd'hui. Donc, on a estimé qu'on est entre 50 centimes et 1,50 € en fonction des préparations qu'on fait. On recommande systématiquement de faire un travail profond du sol comme un sous-solage et après un labour, reprise de labour, affinage de surface pour pouvoir dérouler du film, notamment dans des bonnes conditions. Voilà. Après ça, on affine les prescriptions, mais il y a quand même une base de préparation de sol, on ne peut pas y couper.
Au niveau de la mise en place des fournitures, donc ça consiste notamment à mettre en place le plan, mais pas uniquement le plan, il y a aussi la protection gibier. Hein. J'ai commencé à insister tout à l'heure, mais les protections gibier dans notre département sont incontournables pour la réussite du projet. Elles ne sont pas obligatoirement individuelles au plan, mais la protection gibier est en quelque sorte incontournable. Donc, la mise en place des fournitures, on est entre 2 et 3,50 € le plan plus la protection. Le paillage, donc si on ramène au mètre linéaire, on est entre 1 et 2 €. Après, ça dépend vraiment du type de paillage qu'on utilise. Globalement, dès qu'on est sur des linéaires un peu conséquents, on a tendance à utiliser de la toile. Alors, les systèmes de financement actuels imposent des choses biodégradables. Et puis, de toute façon, ça va de plus en plus avec l'esprit de mettre en place des arbres. C'est un peu bizarre de mettre du plastique au pied, de le laisser. Donc, voilà, on sait que c'est des attentes aussi aujourd'hui des financeurs, notamment d'avoir des choses biodégradables. Donc, on a des produits comme ça qui existent. Donc, on met en place des toiles biodégradables bien souvent, mais ce ne sont pas les seuls produits qui peuvent être éligibles au financement et aussi mis en place. Ensuite, au niveau du plan. Alors là, je vais faire un petit focus parce que souvent, il y a des grosses surprises des porteurs de projets sur le coût d'un plan. Puisqu'on est habitué à aller dans les jardineries ou à voir des paysagistes qui mettent en place des végétaux assez conséquents. Pour la haie, il faut savoir qu'on met en place des végétaux de taille petite parce que plus un végétal est petit, moins il a subi de stress et mieux il aura une croissance en adéquation avec votre projet. Donc, on plante des plants qui font entre 30 et 60 cm en général et ils sont en racines nues, donc ça veut dire qu'ils sont déplantés de la pépinière, les racines sont mises à nu, donc on fait bien attention pendant le transport à ne pas les assécher. Et ensuite, c'est remis en place et c'est les plants qui ont les meilleurs taux de reprise et les meilleures croissances après cette transplantation. Et donc, par exemple, si on prend le coût d'un plant de charme de chêne en taille d'environ 40 cm, ça a un coût aux alentours d'1,60 € avec nos pépinières professionnelles du secteur. Donc, voilà, les gens sont très surpris quand on leur dit ça en général. Un plan, en soi, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est tout ce qui va avec pour qu'il pousse bien qui fait qu'on commence à avoir des prix un peu conséquents au mètre linéaire. Mais en soi, le plan n'est pas forcément le plus gros poste de dépense. Après, on a des variétés spécifiques qui ont des difficultés de travail, des germinations compliquées, des croissances plus lentes en pépinière, etc., ou des végétaux qui ont demandé de la forte sélection pour résister à des maladies. Donc voilà, il y a des plants qui coûtent un peu plus cher que d'autres, mais la moyenne, on est en dessous de 2 € sur les plants de taille à mettre dans les haies. Ensuite, les tuteurs, ça dépend si on est sur des protections basses ou des protections hautes. Quand on est sur des protections hautes, on va avoir tendance à mettre des tuteurs type des piquets de 2 cm par 2 cm en châtaignier, en acacia. Enfin, voilà, ça va dépendre de ce que… Mais en général, on est plutôt sur un tuteur assez solide pour maintenir la protection aux aléas climatiques et aux gibiers qui viennent un petit peu les taquiner quand même pour vérifier qu'elles tiennent le choc. Les protections, c'est pareil, ça dépend du type de protection. Les lapins-lièvres sur les végétaux qui nécessitent que ce type de protection, et c'est encore une fois notre conseil technique est là aussi pour vous apporter la bonne protection sur le bon végétal, puisque certains ne vont pas du tout supporter d'être étêtés, d'autres, au contraire, c'est presque bénéfique qu'ils soient étêtés, ça va vous éviter un recépage. Donc, une protection lapin-lièvre suffirait, alors que d'autres vont nécessiter une protection plutôt de hauteur 1,20 m, ce qu'on appelle les protections chevreuil, qui sont plutôt aux alentours de 2 € à 2,50 € pièce, alors que sur les protections lapin-lièvre, on est plus proche des 1 €. Et bien sûr, la mise en place, même si on avait déjà mis ce petit point-là, on reste sur les mêmes fourchettes de prix, 2 € à 3,50 € comme on l'a dit. Donc, on arrive pour les investissements estimatifs pour un projet d'1,5 km de plantation. Donc, ça peut paraître conséquent, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de contacts en 2021 pour des projets 300, 400 mètres de linéaire. Et puis finalement, on sort le plan de l'exploitation. On a des fois 150, 200, 300 hectares de SAU. Je vais en mettre 100 mètres là, 200 mètres là. Puis en fait, on se rend compte que 100 mètres à l'échelle de la taille d'un champ actuel, ce n'est pas énorme. Et on est très vite au kilomètre. En général, on arrive vite à un projet d'1 kilomètre. On a des soutiens financiers assez conséquents en ce moment. Donc, c'est aussi le moment d'être ambitieux sur ces projets. Et du coup, on est arrivé dans ce cas type à 1,5 km de projet sur l'exploitation.
avec 3000 plants, donc ça veut dire qu'on a 2 plants au mètre linéaire. Hein, ça, c'est un peu la stratégie qu'on vous a présentée avant, d'avoir des productives en biomasse qui sont multifonctionnelles et qui absorbent beaucoup de carbone. Donc, on a 2 plants au mètre. Et on arrive à un projet donc, de la préparation jusqu'à la mise en place, hein, puisque la mise en place est aussi financée en ce moment, de 22 000 à 25 000 euros hors taxe environ. Ça reste une fourchette de prix, tout compris, voilà, dont l'appui technique aussi. Donc, ça vous donne une idée des coûts d'un projet de ce genre mis en place. Voilà, un petit peu ce que ça peut représenter comme investissement. Sachant qu'on met en place ce genre de projet et c'est toute la stratégie qu'on développe pour du long terme. En toute logique, on ne veut pas mettre nos mains à couper parce qu'on y tient un petit peu, mais si vous revenez dans 50 ans voir ce que vous avez mis en place, il y aura encore au moins une bonne partie des végétaux qu'on vous a prescrits qui devraient être présents. Donc, si on lisse ces investissements sur une cinquantaine d'années, on se rend compte qu'en fait, on arrive à des coûts quand même très maîtrisés et que les multifonctionnalités qu'apporte l'arbre peuvent permettre aussi un certain nombre d'amortissements, que ce soit carbone, que ce soit biodiversité, l'atteinte de labels, l'atteinte de minima pour la PAC, etc., ont d'autres retombées économiques indirectes pour l'exploitation qui peuvent être aussi avantageux. Après, sur la partie gestion, donc, ça, c'est aussi notre expérience, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait, au travers de la filière bois énergie qu'on a mis en place, ça fait une quinzaine d'années qu'on suit des exploitations agricoles avec un objectif, notamment plutôt dans le secteur nord du département où le bocage était déjà en place, et où là-bas, on avait plutôt l'idée de trouver une valorisation ACE et également de minimiser les entretiens. Et du coup, voilà, l'itinéraire technique qu'on est en capacité de proposer et dont on a la certitude qu'il fonctionne aujourd'hui sur des exemples de haies hautes, c'est-à-dire sur les haies telles qu'on les conçoit avec cet objectif de production, se fait en 3 temps. En gros, il y a une phase sur les 10 premières années qui est plutôt une phase d'éducation des arbres, c'est-à-dire la taille de formation, du recépage éventuellement, quelques corrections manuelles ou avec des petits outils de mécanisation pour la maîtrise latérale, mais très très peu. C'est souvent en fait quelques essences qui ont des développements latéraux ou des branches qui vont un petit peu plus loin que les autres, et du coup c'est pour contraindre l'ensemble dans un volume précis. Entre 10 et 20 ans, voilà, au maximum 3 passages de lamier, pas pour recontraindre la haie, mais plutôt pour la maîtriser, hein, c'est-à-dire pour la tenir dans cette largeur de 4 mètres environ. Et puis, à 20 ans, une récolte et un renouvellement. C'est-à-dire que c'est la particularité des arbres, c'est que globalement, ils ont la capacité à redémarrer de souche, sous réserve de les exploiter à temps, c'est-à-dire de les exploiter avant qu'ils soient morts, et puis également de le faire assez régulièrement. Et du coup, voilà, dans notre stratégie, la stratégie qu'on propose aujourd'hui, cette intervention-là, elle a 2 objectifs. C'est de maîtriser le développement de la haie, c'est-à-dire que tous les 20 ans, entre guillemets, on remet les compteurs à 0, c'est-à-dire que voilà, la haie s'est développée sur 5 mètres de large, on la recette, et du coup, on revient sur une emprise qui repart en gros à 1 mètre. Et puis également assurer le revenu, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, l'objectif des arbres qu'on installe dans les systèmes agricoles, c'est que ça devienne une vraie production au sein de l'exploitation agricole, et que du coup, voilà, on récolte, entre guillemets, le fruit de cette production-là, voilà, qui n'est pas une récolte annuelle, à la particularité des autres productions, mais qui, globalement, doit quand même assurer un revenu. Et tout ça, en fait, c'était sur le fait que, globalement, on s'est aperçu qu'il fallait laisser au maximum l'arbre se développer. Sur les exploitations qu'on suit aujourd'hui, on a, sur les exemples, globalement, on a réduit par 2, voire par quasiment 2 tiers, c'est-à-dire de moitié, voire de 60%, les charges d'entretien avec cette approche-là, et on a multiplié par 2 la capacité de production. Ce qui veut dire que globalement, voilà, c'est tout bénéf pour l'agriculteur. Et en stockage carbone, on imagine bien aussi que si la haie est plus productive et a plus de biomasse, et qu'en plus on l'entretient bien, voilà, on met les compteurs dans le vert aussi sur cette problématique. Et puis, c'est également des haies qui sont encore plus multifonctionnelles. Moi, vous avez tous les petits schémas derrière, mais il faut savoir que globalement, la plupart des essences de haies fleurissent sur les rameaux de l'année précédente.
et que quand vous faites des interventions tous les ans au rotor ou à l'épareuse ou au lamier, c'est-à-dire que vous enlevez cette masse végétale-là, c'est aussi voilà, tous les bourgeons floraux, alors à fleurs et à fruits potentiellement, qui sont également supprimés. Donc c'est beaucoup plus intéressant de laisser les haies. Et puis on génère du stress également beaucoup sur les arbres. Et en fait, voilà, il y a aussi un dicton qui dit voilà, plus on taille, plus ça pousse. Et globalement, si on veut s'éviter de l'entretien, il faut tailler le moins souvent possible. Donc ça, c'est nos approches en matière de gestion. Et puis on génère moins de bois mort, donc on a moins de risque aussi de retrouver des branches et des arbres morts au sein des cultures au moment de la moisson ou au moment des travaux de sol. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on prévoit un minimum de charges d'entretien sur ces 20 années, qu'il y ait un produit de récolte à la fin de ces 20 années. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même déjà une retombée économique. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui va être astronomique, mais ça équilibre quand même le bilan financier de la haie, en quelque sorte. On n'est pas obligé de recéper 100% des arbres de la haie, on peut en laisser quelques-uns pour leur valeur paysagère, pour leur valeur bois d'œuvre sur le long terme, mais de recéper un certain nombre de végétaux, ça va leur redonner une nouvelle dynamique et ça va leur éviter un potentiel dépérissement lors d'une année de sécheresse ou lors de conditions un peu difficiles. On s'est rendu compte que plus on laisse vieillir un arbre, plus il est sensible au stress, que ce soit une maladie, une canicule. Ils sont un peu comme les humains, les arbres. Plus ils sont vieux, plus les stress les fragilisent. Donc, ils ont la capacité, contrairement à nous, quand on les coupe, de repousser. Donc, voilà, l'idée, c'est de renouveler une partie du linéaire au moins pour lui redonner une nouvelle dynamique. En plus, on peut utiliser le produit de cette récolte pour faire de l'énergie, de la litière ou tous les autres usages qu'on a évoqués précédemment. Donc, on a un usage, un revenu et en même temps une redynamisation du linéaire. Je vais venir un petit peu à ce qui en intéresse peut-être un certain nombre d'entre vous présents aujourd'hui. C'est quand même le soutien financier de l'État en cette année, alors 2022 maintenant, mais qui a commencé en 2021. Je vais faire un tout petit point sur l'objectif et le cadrage national. Donc, le ministère a présenté, c'est un simple copier-coller que j'ai fait, les arguments sont ici. C'est que depuis 1950, 70% des haies ont disparu en France et il y avait une volonté de remettre, pas toutes ces haies disparues, mais de contribuer à remettre en place un certain nombre d'arbres dans le paysage rural. Donc, avec un objectif affiché et assumé par le gouvernement de vouloir mettre en place 7000 km de haies au niveau national. Pour ça, il y a un budget quand même malgré tout assez conséquent qui a été débloqué, c'est 50 millions d'euros au niveau national dans le cadre du plan de relance. Je vais vous présenter sa déclinaison régionale, puisqu'ensuite chaque région a hérité d'une enveloppe en fonction de la surface agricole utile, puisque ce mécanisme est à destination des agriculteurs, comme je l'ai écrit ici. Donc, en région centre, on a hérité d'une enveloppe de presque 5 millions d'euros, donc autrement dit quasiment 10% de l'enveloppe nationale. Donc, on a hérité de 10% des objectifs nationaux, soit environ 700 km d'objectifs de plantation en région centre. Voilà, donc on a jusqu'à présent, pour l'instant en Loir-et-Cher, une quarantaine de kilomètres de projets, si ça peut inspirer certains d'entre vous. On n'est pas encore ni au taquet de l'enveloppe financière, ni au taquet des objectifs. Donc, vous êtes les bienvenus pour participer à cette ambition nationale et en même temps à contribuer à répondre à un certain nombre d'objectifs pour votre exploitation. Donc, cette enveloppe de 4,9 millions, elle permet à la fois de financer des investissements et un certain nombre d'accompagnements et d'animations sur le terrain. Je vous alerte sur le fait que cette année, les dossiers d'investissement vont se clôturer en septembre. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre contact avec nous avant juin, puisque après, il y a quand même un certain délai d'instruction, de montage, de devis, etc. Donc, si on ne veut pas se retrouver hors délai, vous serez les bienvenus avant la période de juin 2022 pour monter un dossier dans le cadre du plan de relance.
qu'est-ce qui est financé à travers ce plan de relance. Donc, pour ceux qui éventuellement auraient suivi le webinaire de l'année dernière, on a changé de modalité. En cours de route, la région a changé dans un objectif de simplifier les modalités. Avant, on avait plusieurs dossiers. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul dossier qui permet de financer 2 types de formations arborées. En premier, les haies, puisque c'est quand même le principal objectif de cette mesure, c'est de financer des kilomètres de haies. Donc, on a une certaine souplesse dans tout ce qui est finançable autour de la haie. Je vais y revenir juste après. Et on peut aussi, pour les plus ambitieux d'entre vous, faire de l'agroforesterie dite intraparcellaire. Donc, j'ai mis une petite photo pour illustrer ce qu'est l'agroforesterie intraparcellaire pour les plus curieux. C'est de mettre des arbres dans la parcelle à des densités bien moins fortes que ce qu'on peut mettre dans les haies. Donc voilà, les dossiers permettent aussi de faire ça pour ceux qui y avaient réfléchi. Une formation va avoir lieu normalement en mars au sein de la Chambre d'agriculture sur ce que peut être un projet d'agroforesterie. N'hésitez pas à prendre contact avec le service formation si vous êtes intéressé. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes curieux sur cette pratique. Voilà, on pourra vous éclairer sur cette pratique. Donc, je l'ai dit, un seul dossier pour 2 possibilités techniques, de la haie ou de l'agroforesterie intraparcellaire. À l'intérieur de ces 2 possibilités, 2 mécanismes de financement. Soit des montants forfaitaires par poste de dépenses. En gros, si vous faites un petit projet, 200 mètres de haies par exemple, vous êtes obligé de passer par ces montants forfaitaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les montants forfaitaires? Ça veut dire que pour un plan mis en place, vous allez avoir telle enveloppe financière. Pour tant de mètres linéaires de paillage, telle enveloppe. En gros, on coche des cases qui vous donnent… Il y a une calculette qui est fournie avec le dossier et ça vous dit de combien vous êtes financé. Donc, vous êtes pris en charge à 100% de ce montant forfaitaire, mais ça veut dire que le montant forfaitaire couvrira peut-être pas tout à fait toutes les dépenses, même si il est quand même assez bien dimensionné par rapport au coût des fournitures et des mises en place. Donc voilà, ça, on sera en capacité de vous dire comment ça rentre en adéquation avec votre projet. Et là où on a un petit peu fait bouger les lignes, c'est qu'on a réussi à décrocher le système devis-facture qui est quand même beaucoup plus logique pour les projets sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que dès que vous faites un projet conséquent, il y a la possibilité, même si on peut rester sur la partie forfaitaire, de travailler avec le système devis-facture. Donc, on fait toute la partie conception de projet avec vous. Et ensuite, on fait émettre les devis aux entreprises qui correspondent, donc les pépinières et les prestataires de mise en place notamment. Des devis qui correspondent à tous les postes de dépenses éligibles. Et ensuite, vous êtes remboursé sur ces devis validés dans le cadre de votre projet. Et vous êtes pris en charge à 100% hors taxe des devis validés dans le cadre du projet. Donc, c'est quand même un financement qui est très intéressant. Toutes les personnes qui ont des projets en tête, qui s'étaient dit bah, « moi, d'ici 2-3 ans, j'ai envie de planter, voilà, ça pourrait faire partie de ma stratégie pour la PAC, pour HVE, pour tout un tas de raisons », on vous incite quand même à vous orienter vers le financement du plan de relance qui couvre déjà beaucoup de dépenses possibles, de la préparation de sol jusqu'à l'entreprise qui vient planter, et en plus qui a un taux de financement qui a été jusqu'à présent un peu inédit puisqu'on est à 100% des montants retenus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour tous les détails parce que comme tout dossier de financement, il y a quand même des petites subtilités, mais on est en capacité, encore une fois, de vous accompagner sur ce genre de démarche pour répondre aux objectifs du plan de relance et aux objectifs de vos exploitations agricoles. Je vais, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez noter nos coordonnées. Elles sont aussi disponibles sur le site de la Chambre d'agriculture. N'hésitez pas à nous contacter a posteriori, à nous envoyer des mails. Si jamais on n'est pas assez réactif au téléphone, c'est vrai qu'on est assez sollicité en ce moment, donc on peut être sur le terrain en rendez-vous, hein, ça arrive malgré tout. Donc, n'hésitez pas pour des questions, pour une prise de rendez-vous pour un projet, on est là.
on est 2 sur le département, donc c'est quand même aussi un avantage, hein. Tous les départements ne sont pas avec 2 conseillers techniques. Donc, allez-y, n'hésitez pas à nous contacter et on va passer à une petite phase d'échange pour ceux qui auraient des questions. Mettez-les par écrit et puis on va aussi vous donner la possibilité de réactiver les micros ou de lever la main pour ceux qui ont l'habitude un peu des visios. Voilà, si vous n'arrivez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à écrire votre question. Puis avec Hubert, on va essayer déjà de répondre à un certain nombre de questions présentes et puis en même temps à répondre aux nouvelles questions. Donc, il y avait une question sur l'effet de la haie sur les rendements culturaux qui a été posée. Et du coup, effectivement, la réponse était dans la question. C'est la haie, voilà, ça a été démontré dans les années 60 par l'INRA de Rennes que les haies pouvaient avoir un effet de perte de rendement sur les premiers mètres à proximité de la haie. Mais par contre, il a été également démontré que globalement, on optimisait les rendements de par l'effet brise-vent et l'amélioration apportée au niveau microclimatique à la parcelle sur 15 fois la hauteur de la haie. Donc, c'est aussi, ça va dans le sens de ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt de la conception en haie haute avec des objectifs de production de biomasse et de stockage carbone optimisé pour aussi développer de la haie qui pourra amener au sein des parcelles une amélioration, on va dire, climatique et donc des optimisations de rendement. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte et c'est aussi dans notre approche. C'est pourquoi aujourd'hui, on conseille plutôt aux agriculteurs de laisser la haie se développer, de ne pas s'obstiner à cultiver le pied de haie parce que c'est là où finalement on a la pénalisation en rendement la plus importante et également où systématiquement on génère des cases de matériel. C'est à vouloir venir chercher ce dernier mètre où on s'expose à toutes les contraintes finalement qui ont conduit la plupart des agriculteurs souvent à se défaire un peu des haies qui étaient au sein des parcelles. Donc voilà, ça c'est des choses qu'aujourd'hui on a intégrées dans nos conseils et qu'on a pris en compte de manière à pouvoir vous créer des haies qui vous posent le moins de soucis possible. Dans le cadre du réchauffement climatique et même du changement climatique, on se rend compte qu'on a des conditions de pluviométrie qui sont moins bien réparties sur l'année, on a des périodes de vent d'est très asséchants, qui ont des conséquences sur l'évapotranspiration des plantes. Il y a aussi des bénéfices reconnus sur la réduction de l'évapotranspiration dans la parcelle cultivée derrière une haie. Donc voilà, la haie peut aussi participer à une stratégie d'adaptation au changement climatique en réduisant on va dire, les impacts néfastes sur les cultures de ce changement climatique, des périodes sans pluie avec des vents asséchants qui vont augmenter le stress hydrique de vos plantes cultivées. La haie participe à atténuer ces effets négatifs, par exemple. Et dans le cadre des systèmes d'élevage, nos collègues des Pays de la Loire ont mené une expérience sur les bovins notamment. Ils se sont rendus compte que quand ils avaient accès à de l'ombre, ils avaient un meilleur accroissement journalier par rapport au fait qu'ils s'alimentent et ils boivent mieux quand ils ont accès à de l'ombre parce qu'ils sont moins en stress. Et du coup, c'est des animaux qui ont en gros une physiologie qui fonctionne mieux quand ils ont accès à de l'ombre. Donc, ça peut aussi être dans le cadre d'un système d'élevage, une stratégie de donner du confort aux animaux, mais aussi de maximiser son rendement. Et pareil, on l'a observé, il y a des articles qui sont sortis sur le sujet, sur la pousse de l'herbe dans les conditions de stress en été. Elle est plus intéressante en pied de haie, même si après, il y a d'autres périodes où c'est moins bien, mais on se rend compte qu'il y a aussi des bénéfices à ce moment-là. Donc, il y avait une autre question sur le montant, l'exemple qu'on a donné là, sur les 1500 mètres avec un coût de dépense, moins d'investissement à 22 000 €. Sur le dispositif précédent, les financements n'étaient qu'à 80%. Sur les précédents appels à projets de l'année 2021, on avait un taux d'intervention du plan de relance à 80%. Là, sur le nouveau dispositif, les 22 000 € ou 25 000 € sur l'approche financière qu'on a fait sont éligibles à 100%. C'est-à-dire qu'il y a un reste à charge de l'agriculteur de 0. Hormis dans les approches que l'on fait nous, pour être, on va dire, complètement transparent, nous, on préconise plutôt que la préparation de sol soit réalisée par les agriculteurs parce que la plupart du temps, vous avez du matériel qui est plus adapté que ce que peuvent avoir les entreprises qui mettent en œuvre, qui sont plutôt des paysagistes. Et du coup, pour le décompactage, pour les reprises de sol, nous, on préfère demander à l'agriculteur de le faire. Et du coup, quand c'est les travaux que vous faites vous-même, effectivement, ils ne sont pas éligibles. Mais bon, la charge de préparation de sol, surtout quand on se débrouille pour le faire sur des périodes où le matériel est déjà attelé,
Bon, ça ne demande pas forcément, voilà, préparer 1 kilomètre sur 4 mètres de large, ça ne demande pas un temps énorme et ça ne fait pas une dépense énorme pour l'exploitation. Mais comme le dit Hubert, on a changé de mécanisme en cours de route. Alors, on a essayé d'obtenir du rattrapage pour les gens qui avaient déjà déposé des dossiers à 80%. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Depuis octobre, on a un nouveau mécanisme qui finance à 100% sur les devis présentés et retenus. Du coup, voilà, c'est une enveloppe. Après, effectivement, on voit qu'il y en a qui nous disent que l'enveloppe ne fera pas tout. C'est vrai. Mais après, tout le monde ne prend pas en région l'accompagnement jusqu'au bout. Il y en a qui ont envie de planter eux-mêmes. Il y en a qui fournissent le paillage. Il y en a qui préparent eux-mêmes. Donc voilà, on n'a pas tous les conseillers techniques n'ont pas tous les mêmes visions. Après, voilà, si vous avez envie de planter, c'est une dépense qui ne sera pas éligible. Si vous voulez le faire vous-même, ça fera baisser les coûts de plantation, certes, mais en ce moment, c'est pris en charge si c'est fait par un prestataire. En gros, tous les travaux que vous faites vous-même ne sont pas éligibles, mais ceux qui sont faits par des prestataires sont éligibles, dont la plantation, dont la préparation de sol. Voilà, financé à 100%. Et les retours qu'on a eus, c'est que pour l'instant, on était à peu près à 50% de l'enveloppe financière régionale de consommer. C'est les échos que j'ai eus, donc il y a encore un peu de marge. On ne peut pas vous garantir que tout le monde sera servi jusqu'à la dernière minute en septembre, mais pour l'instant, il y a encore de la marge. Donc, allons-y, déposons. Et puis, de toute façon, s'il n'y avait pas de financement suffisant, ça sera un très bon prétexte pour aller voir les politiques publiques et leur dire qu'on a besoin d'une rallonge et qu'on a besoin de budget annuel relatif pour planter. Il y avait une question sur voilà, des parcelles qui seraient déjà clôturées sur un secteur de la Sologne, mais des parcelles qui seraient déjà clôturées pour protéger les cultures des animaux, du gibier, des animaux sauvages. Est-ce qu'il faut reprotéger les plants En fait, ça dépend de l'imperméabilité des cultures. Il faut savoir et des types de formations qu'on met en place. Sur de la haie où globalement on a des densités assez importantes, on peut supporter quelques dégâts, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que cette clôture-là ne soit pas à 100% imperméable et permette ou autorise entre guillemets la présence d'un chevreuil de temps en temps qui va se servir un petit peu et qui va changer un peu son alimentation sur les plants que vous aurez mis en place. Après, si c'est plutôt des plantations intraparcellaires où on met très peu d'arbres et il faut que chaque arbre réussisse, là on a des préconisations où systématiquement on fait plutôt des plantations en doublon où on protège avec plutôt des protections blindées chaque arbre, parce que l'objectif, c'est que chaque arbre sorte. Il ne faut pas se retrouver dans 20 ans avec un arbre sur deux qui n'a pas démarré. Parce qu'après, le système ne fonctionne pas. Donc, donc ça, c'est vraiment du cas par cas sur le type de protection. En élevage bovin aussi, c'est pareil. Voilà, on met d'autres types de protection. On arrive à des montants de protection qui sont plus élevés, mais on a des objectifs qui doivent aussi permettre aux animaux de pouvoir profiter des arbres le plus rapidement possible. Quand c'est des arbres qui sont installés en milieu de prairie, et du coup, il faut que le surcoût de la protection se justifie par l'intérêt que représente l'arbre pour les animaux. Et il ne faut pas qu'on dise, on met des arbres qui auront un bénéfice pour l'animal que dans 30 ans. Et du coup, on ne laisse pas la parcelle accessible aux animaux. Donc tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte, c'est des spécificités à chaque dossier, et du cas par cas un petit peu en fonction des objectifs, de la situation des arbres dans les parcelles, et puis du contexte local, c'est-à-dire que quand vous êtes sous la pression, on a des secteurs où il y a beaucoup de lapins-lièvres, il faut s'adapter avec ce genre de dégâts-là. D'autres secteurs, c'est plutôt le chevreuil, et puis d'autres secteurs où on va avoir des très grands animaux, là, où on peut avoir cerf et biche, où là, c'est encore d'autres types de protection. Donc, il n'y a pas une réponse, entre guillemets, toute faite. Et même à l'intérieur d'une haie qui serait à l'intérieur d'une parcelle clôturée, on va peut-être reprotéger plus certaines essences que d'autres, parce que toutes les essences n'ont pas la même sensibilité aux dégâts. Donc, ça peut être éventuellement de reprotéger un végétal parmi 10 parce que celui-là est un peu plus sensible et puis qu'on a un objectif que celui-là, il a une vocation bois d'œuvre sur le long terme, alors que les autres ont plutôt une vocation biodiversité, paysage, etc., qui, s'il y a un petit dégât maîtrisé, sera moins grave que sur le végétal qui, lui, a une vocation bois d'œuvre. Il y a une question sur les ZPAC, là, du coup, que deviennent les ZPAC sur ces surfaces? Notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, l'usage, alors sur la PAC actuelle, c'est que
Les haies, sous réserve d'être passées en BCAE7, voilà, peuvent être intégrées, moins déclaré BCAE7, restent intégrées à l'îlot cultivé sous réserve de faire moins de 10 mètres de large. Donc, c'est un de nos objectifs aussi. C'est pour ça qu'on dit, nous, on construit des systèmes linéaires avec plutôt des largeurs de 4 à 5 mètres à leur plus grand développement, c'est-à-dire juste avant voilà, le renouvellement et du coup la réduction à nouveau de l'emprise. Donc, ça veut dire que sur les systèmes actuels, du moins sur le dispositif actuel de la PAC, la haie voilà, bénéficie, ne modifie pas en fait les attributions d'aide sur les îlots cultivés. La haie est implantée. La seule chose, c'est qu'il y a une pénalité entre guillemets sur on diminue la surface cultivée, donc le rendement potentiel à la parcelle se trouve un peu diminué du fait que la SAU se trouve diminuée, mais pas au niveau PAC. Après, il faut bien intégrer que cette diminution de SAU, c'est parce que vous intégrez une nouvelle production. Moi, je prends souvent l'exemple de quand vous avez du colza à côté du blé, on ne passe pas un coup de rotor voilà, le long du colza au mois d'avril pour pas qu'il empiète sur le blé. Et du coup, on supporte la concurrence pendant une année du colza sur le blé. Et là, c'est la même chose avec la haie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que cette construction-là, ben voilà, alors là, ça sera pluriannuel, ce ne sera pas que sur une seule année, mais que globalement, au fur et à mesure, votre haie va se développer et diminuera un peu voilà, la surface de la parcelle jouxtante cultivée. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on produira moins voilà, entre guillemets de céréales à côté ou d'herbes. Mais proportionnellement, on produit autre chose, on produit de la biomasse ligneuse et voilà, encore une valorisation économique à terme. Donc, effectivement, sur la PAC, donc, avec le dispositif actuel, et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas changer avec la prochaine programmation, on reste sur des surfaces qui sont éligibles au paiement de base. Si ça ne fait pas plus de 10 mètres de large, et en général, il n'y a aucune haie que nous, on prescrit qui fera plus de 10 mètres de large. Et en plus, les haies ont des avantages pour les actuels SIE, donc surface d'intérêt écologique, puisqu'en gros, 1 mètre linéaire représente 10 mètres carrés de SIE. Voilà, ça, c'est la règle actuelle, ça va être modifié, mais on tend plutôt vers une PAC un peu plus verdie. Donc, on sait très bien que les linéaires consacrés à la haie ne devraient pas, on va dire, être pénalisants, mais au contraire, être plutôt intéressants. Il y avait une question sur la rénovation de la haie avant qu'elle disparaisse dans le fil de la discussion. Donc, les aides que j'ai présentées actuelles, ce sont pour des nouveaux linéaires, mais ne permettent pas ni de replanter sur des linéaires déjà actuels, ni de restaurer des haies dégradées. Donc, c'est des choses, dans le conseil technique, on peut vous donner des prescriptions pour ça, mais le financement du plan de relance, c'est pour du nouveau linéaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut planter une haie à un endroit où il n'y avait pas d'arbres ou de haies précédemment. Voilà, c'est ça la règle qui nous a été imposée par les financeurs actuellement. Peut-être que d'autres financements permettront de faire des regarnis, faire par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a déjà conduit ce genre de travaux, hein, c'est-à-dire que sur des exploitations pour remettre en production des linéaires qui aujourd'hui existent, qui occupent de la SAU, mais qui du coup ne produisent pas, ou en tout cas n'ont pas tous les étages de la multifonctionnalité, comme on vous l'a dit, et notamment pas la production de bois. Voilà, on a déjà réalisé ce genre de conseils et donc même de mise en œuvre chez des exploitants agricoles. Donc, dans le cadre du club, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être abordé aussi. C'est-à-dire que si c'est une question qui revient, on pourra aller voir chez des exploitants effectivement le coût de remise en production de ce genre de linéaire voilà, et puis les résultats que ça peut donner. Peut-on pailler avec des plaquettes, donc autrement dit du bois déchiqueté? Bien entendu, on a des projets où ça a déjà été fait et ça a même plusieurs avantages. Premièrement, si on l'autoproduit, c'est quand même déjà des coûts maîtrisés. En plus, on limite le transport, donc toutes les émissions de CO2 qui vont avec. Donc, voilà, c'est un paillage, on va dire, en quelque sorte écologique. On peut aussi valoriser éventuellement déjà un linéaire un peu vieillissant avec quelques bois morts qui peut servir à faire du paillage pour une nouvelle haie qui va maximiser les possibilités sur l'exploitation. Et en plus, ça a des intérêts en termes d'augmentation du taux de matière organique au pied de la haie et en termes de maintien d'humidité en pied de haie. Et on sait qu'on peut prendre des étés secs, même si ce n'est pas tous les étés qui sont secs. 2021 nous l'a encore montré. Une question sur les ZNT riverains. Voilà, l'obligation de laisser
le long de toutes les parcelles, entre guillemets, urbanisées, 5 mètres de zone non traitée. À l'heure actuelle, la haie n'est pas reconnue comme pouvant substituer cette bande-là. Par contre, voilà, dans les réflexions qu'on a aujourd'hui, sous réserve de s'assurer que la réglementation le permet, ça peut être une façon, entre guillemets, de rendre productif une zone qui ne l'est plus. C'est-à-dire que c'est des zones sur lesquelles, en fait, il y a une imposition de broyage, mais il n'y a pas de possibilité de récolte. Et du coup, l'idée, c'est soit si la réglementation le permet de planter sur cette zone de 5 mètres, soit on a déjà fait quelques projets comme ça où on plante en limite de la zone de 5 mètres, en laissant les 5 mètres. Mais du coup, comme on vous dit que l'arbre, il se développe au-delà de sa zone d'implantation, on pourrait imaginer que, entre guillemets, il y a une partie du développement aérien de l'arbre qui utilise la zone ZNT et qui permet d'en valoriser une partie en matière de production. Donc ça, c'est aussi des pistes qui peuvent être étudiées en fonction de… Alors, à la fois sur les zones, les ZNT, mais ça peut être aussi sur les bandes tampons, parce qu'on a pas mal de surfaces comme ça, de bandes enherbées le long de fossés ou en tout cas d'éléments qui sont déclarés cours d'eau. Ça peut être aussi une façon d'optimiser et également aussi d'assurer des rôles, une meilleure captation au niveau environnemental des éventuels reliquats azotés qui pourraient s'échapper des parcelles. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de surfaces qui sont moins ou plus productives du fait soit de la réglementation, soit même ça peut être l'agencement des parcelles. On a des petits triangles, des pointes de parcelles, voilà, où ce n'est pas toujours simple de cultiver. Des fois, on fait le choix en viticulture, en grande culture, de laisser ces zones plutôt en jachère ou juste en broyage annuel pour éviter d'avoir à s'embêter à faire des demi-tours ou quoi. Ça peut être implanté en bosquet, ça peut être des haies qui sont mis déjà en premier lieu sur ces zones-là, tout en ayant le linéaire qui continue en adjacement de la partie cultivée. Mais ces zones qui sont moins ou plus cultivées représentent aussi une opportunité pour implanter de la haie sur ces linéaires qui peuvent vous aider à atteindre des objectifs divers et variés.